Déjà un an que le Nigeria et le monde entier sont sans nouvelles des 219 lycéennes de Chibok. Des rassemblements de soutien ont eu lieu ce mardi à Abuja et à Paris. Au Soudan, l'opposition tente de se mobiliser contre la réélection d'Omar el-Béchir. Son appel à manifester soulève autant d'indifférence que les élections qui se tiennent dans le pays. Au moins 9 morts, c'est le bilan d'une attaque perpétrée en Somalie ce mardi par des insurgés islamistes Shebab, une attaque qui a visé le ministère de l'Éducation. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Déjà un an que le Nigeria et le monde entier sont sans nouvelles des 219 lycéennes de Chibok. Des filles qui ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram au nord-est du Nigeria. Des rassemblements de soutien ont eu lieu ce mardi à Abuja et en France où l'ex-première dame Valérie Trierweiler s'est jointe à la cause. Les images. Dans un communiqué, le président nigérian élu, Muhammadu Buhari, a averti qu'il ne pouvait pas promettre la libération des plus de 200 lycéennes de Chibok. Elles sont toujours détenues par Boko Haram alors que le Nigeria marquait le premier anniversaire de leur enlèvement par le groupe islamiste. Un rassemblement a eu lieu à Abuja, la capitale, où le mouvement Bring Back Our Girls se réunit quotidiennement pour réclamer la libération des captives. I couldn't sleep. You know, for all through the night, I was awake just wondering that. Je n'ai pas pu dormir. J'étais réveillée et je me demandais si les lycéennes de Chibok savaient que cela faisait un an qu'elles avaient été enlevées. Ont-elles un calendrier ou leur a-t-on dit que cela faisait un an? Leur anniversaire est passé pour chacune d'entre elles et elles ont passé leur anniversaire avec leurs ravisseurs et cela me rend triste. Elles ont passé Pâques, Noël, le Nouvel An, tout cela avec leurs ravisseurs et cela me rend triste, très triste. Comme à Abuja et dans d'autres villes du monde, une quarantaine de personnes se sont rassemblées sur le Champ de Mars à 2 pas de la Tour Eiffel. Rassemblés derrière une banderole Bring Back Our Girls Now et entourés de ballons rouges, ils ont scandé ce cri de ralliement mondial pour exiger le retour des lycéennes. Parmi les militants, l'ex-première dame Valérie Trierweiler, déjà présente l'année dernière. Si on ne se mobilise pas plus, ce sera sans fin, c'est ce que je disais. Maintenant, c'est des fillettes de moins de 10 ans, et puis 3 000 la prochaine fois, 4 000, 10 000, et après on arrive à des massacres sans nom. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Selon Amnesty, au moins 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées au Nigeria par le groupe islamiste depuis le début de l'année 2014, et nombre d'entre elles ont été réduites en esclavage sexuel et formées au combat. Les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme ont aussi dénoncé à cette occasion le ciblage délibéré d'enfants, garçons et filles par les islamistes dont l'insurrection et la répression armée ont fait au moins 15 000 morts depuis 6 ans. Restons dans le même registre pour dire qu'Amnesty International a publié un rapport dans lequel il accuse ouvertement la secte Boko Haram de crimes contre l'humanité. Le document a été rendu public lundi à Dakar par le directeur adjoint d'Amnesty International Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Voici un extrait parlant du rapport portant sur les filles de Chibok et des démarches envers les autorités nigérianes pour lutter contre Boko Haram. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur le sort des filles de Chibok qui ont été enlevées, mais nous avons des informations sur l'échelle et la gravité des enlèvements à grande échelle de femmes et de jeunes filles dans le nord du Nigeria. Nous avons parlé à des centaines de témoins et nous avons établi que plus de 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram depuis le début de 2014. Elles ont été forcées de marier des combattants de Boko Haram et elles sont leurs servantes, elles font leur ménage, etc. Certaines ont même été obligées de participer à des entraînements et à attaquer leur propre village. Il est trop tôt pour dire si le changement de gouvernement au Nigeria va donner lieu
à une nouvelle approche ou à un renforcement de l'approche contre Boko Haram. Notre message au président Buhari est le même que celui que nous avions adressé au président Jonathan. Il faut changer l'échelle des actions contre Boko Haram pour protéger les civils et aussi assurer que les troupes respectent bien le droit international. Il faut que toute personne soupçonnée de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité soit poursuivie par la justice. Il faut des enquêtes pour que les responsables soient traduits en justice. Affaiblie par des divisions internes et la répression, l'opposition soudanaise tente de se mobiliser contre la réélection attendue du président Omar El-Béchir. Mais il faut préciser que ces appels à manifester soulèvent autant d'indifférence que le scrutin qui est organisé actuellement dans le pays. Reportage. Seules 80 personnes ont répondu à l'appel pour manifester contre les élections générales devant le siège d'Ouma, le doyen des partis soudanais à la tombée de la nuit lundi, premier jour du scrutin qui s'achève mercredi. L'Ouma escomptait une mobilisation bien supérieure pour protester contre la réélection attendue de Béchir pour un nouveau mandat de 5 ans après 25 années au pouvoir. Cette élection ne vaut rien. Elle n'apportera aucune solution aux problèmes soudanais. Cette élection est illégitime. Ces conditions ne sont pas bonnes. Elles suivent une direction que nous ne souhaitons pas. Ce que nous voulons, c'est la démocratie, la liberté, la transparence. Ce sont surtout les personnalités âgées de l'opposition qui se sont rassemblées dans le jardin pour écouter des discours dénonçant la mainmise de Béchir et de sa formation, le Parti du Congrès national. Mais pour l'opposition, c'est déjà un pas vers la victoire, vers le triomphe de la démocratie. Bien sûr que ça aura un effet. Il y en a déjà un. Ce que vous voyez, c'est un nombre qu'on n'attendait pas. Ça a des effets en dehors parce qu'on a des gens qui travaillent sur le terrain. Ils encouragent le boycott. L'Ouma fait partie des formations politiques, des groupes rebelles et de la société civile qui ont signé en décembre un accord baptisé l'Appel du Soudan qui appelle à une transition en douceur et pacifique. L'Appel du Soudan prévoit d'organiser un sit-in permanent au moins jusqu'à la proclamation des résultats des élections à la fin avril. Des divergences sont récemment apparues entre les signataires de l'Appel du Soudan. Ils s'opposent sur le recours à la violence pour perturber le déroulement des élections dans certaines régions où des mouvements rebelles sont actifs comme le Nil bleu, le Darfour, le sud de Kordofan ou la branche nord du mouvement de libération du peuple du Soudan a mené des attaques mardi. Elle s'est emparée de matériel électoral et 3 bureaux de vote ont été fermés, mais le vote s'est poursuivi dans d'autres centres, a annoncé la commission électorale. En bref, à présent, les anciens présidents centrafricains François Bozizé et Michel Djotodia, longtemps accusés de saper la transition dans leur pays, ont signé ce mardi à Nairobi une déclaration dans laquelle ils s'engagent à rejoindre le processus de réconciliation. Nairobi a accueilli depuis début décembre des pourparlers de paix entre les deux groupes armés rivaux en Centrafrique. D'une part, les ex-rebelles majoritairement musulmans de la Seleka et les miliciens majoritairement chrétiens anti-Balaka. Les deux groupes, il faut le rappeler, ont déjà signé le 8 avril dernier dans la capitale kenyane un accord de cessation des hostilités. La Centrafrique est plongée dans la violence depuis que la Seleka, conduite par Djotodia, a renversé en mars 2013 le président François Bozizé. En Somalie, le ministère de l'Éducation a été la cible d'une attaque ce mardi. Au total, 9 personnes ont été tuées. L'attentat a été mené par des insurgés islamistes Shebab qui ont fait exploser une voiture piégée contre le bâtiment avant d'y lancer un commando armé. Les détails. 9 personnes tuées et une douzaine de blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée ce mardi contre le ministère de l'Éducation à Mogadiscio. Elle a été menée par les insurgés islamistes Shebab qui ont fait exploser une voiture piégée contre le bâtiment avant d'y lancer un commando armé. Les Shebab, en recul militairement, multiplient leurs attentats à Mogadiscio, notamment contre les bâtiments officiels.
L'attentat est survenu au moment où les agents du ministère étaient en train de travailler dans les locaux. À 12h30 local, le ministère a été attaqué quand on était au travail. Une grosse explosion est survenue dehors et a été suivie par des échanges de tirs. Mais merci à Dieu, la sécurité et les forces de police sont venues nous secourir. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste alors que les tirs étaient toujours entendus. Le groupe est l'auteur d'une série de revers militaires depuis août 2011. Rappelons que les Chebabs ont également revendiqué l'attaque de l'université de Garissa, produite le 2 avril dernier. Il avait fait 148 morts, en majorité des étudiants. La mort de l'ancien leader de l'opposition gabonaise André Mbaobam est une perte immense pour le Gabon. C'est du moins l'avis de Zachary Miboto, président du principal parti d'opposition. Il faut dire que dans le pays, les derniers événements et manifestations politiques se sont aggravés par cette perte qualifiée de mystérieuse. Reportage. Leader charismatique de l'opposition, la mort d'André Mbaobam à l'âge de 57 ans est une grande perte pour la politique gabonaise. Son parti politique, l'Union nationale et les autres formations le regrettent déjà, projetant les joutes électorales à venir. Pour nous, c'est une perte immense pour notre parti, pour l'opposition gabonaise et pour le Gabon tout entier. Parce que comme vous le savez, il y a encore 6 ans, quand il s'est présenté aux élections présidentielles, eh bien, il a été reconnu que c'est lui qui avait remporté la mise. Donc, au niveau du Gabon, c'est quelqu'un qui a une stature nationale que nous perdons. Les autorités gabonaises ont mis en garde les dirigeants de l'opposition qui seraient tentés d'exploiter cet événement douloureux à des fins politiciennes, qu'ils seront tenus pour responsables des infractions commises et devront en répondre devant la loi. Après l'annonce du décès de l'opposant, des manifestations violentes se sont éclatées et l'ambassade du Bénin a été emportée dans la foulée par les flammes. Nous tirons la sonnette d'alarme pour dire que la situation du pays est explosive, la situation sociale est catastrophique. Alors la mort d'André Mbaobam peut être une goutte d'eau qui permet, entre guillemets, aux populations de pouvoir se lâcher. Mais nous ne sommes pas responsables de ce lâchement, de cette explosion des populations. Et nous condamnons les propos du ministre de l'Intérieur qui voudrait nous faire porter le chapeau de les responsabilités des émeutes qui se sont déroulées hier soir à Libreville. L'opposition au Gabon est très critique envers le pouvoir. Elle l'accuse d'ailleurs d'avoir jeté des sorts à l'opposant. Une pratique occulte qui serait à l'origine de ses problèmes de santé. Parlons sport avant de refermer cette édition au Bénin suite au retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football. Un comité de réunification et d'orientation du football a vu le jour. Le ministre béninois de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a procédé à la signature du cahier de charge avec le dit comité. C'était ce mardi à Cotonou. Définir de nouvelles orientations du football béninois, telle est la première mission confiée par les autorités en charge du sport au comité de réunification et d'orientation nouvelle du football béninois, CRO. Le cahier de charge qui scelle ce contrat entre les deux parties a été officiellement signé et confère d'autres attributions au dit comité. L'organisation d'un forum national regroupant tous les acteurs pour valider les propositions du CRO. L'élaboration d'un cadre juridique, institutionnel et organisationnel de la pratique du football au Bénin, suivant les nouvelles orientations définies. La réunification de toute la famille du football béninois. Les retombées économiques, sociales que les autres pays tirent du football sont énormes. Pourquoi pas nous ? Je n'ai pas choisi les responsables de ce comité-là en tenant compte des clans. Je ne connais même pas de clans. J'ai choisi des gens pour servir la République. J'ai choisi des gens pour servir ce peuple. J'ai choisi des responsables qui connaissent le football. Chargé de présider le CRO, le journaliste, écrivain et chroniqueur Jérôme Carlos a fait l'unanimité à en croire le ministre des Sports. L'intéressé mesure l'ampleur de la tâche qui attend son équipe. Nous demandons
de revoir les textes et de faire des propositions, c'est une marque de confiance inouïe que les membres du CRO apprécient. La tâche sera difficile, mais elle n'est pas impossible, parce que nous avons des certitudes. Des certitudes pour dire que ce sont les hommes qui peuvent résoudre les problèmes des hommes, que ce sont des Béninois qui peuvent valablement se pencher sur les problèmes du Bénin et y apporter des solutions heureuses. Le CRO est composé de 7 membres. Il dispose de 3 mois pour réussir à redonner des couleurs et une identité claire à la politique du football au Bénin. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.